Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Je vous présente enfin la MG4. Ça fait longtemps que je voulais le faire, j'ai pas eu l'occasion de le faire avant maintenant, mais dans cette vidéo, je vous donne toutes les nouveautés de cette voiture et les mises à jour qui vont arriver pour les prochains modèles. Normalement, je suis un des premiers à vous annoncer ce qui va se passer. Comme d'habitude, essai sur tout type de route, on va commencer par de la ville, on va voir les consommations de batterie, je vous donne les statistiques, je vais faire vraiment tout type de route, on va faire de l'autoroute également, et un petit peu de sinueux, puisque à ce qui paraît, ça a un petit comportement dynamique assez sympa, on va voir si c'est vrai. Donc, la MG4, MG, c'est une marque qu'on connaissait à l'époque, je vous avais déjà présenté le Marvel Air, et depuis que celle-ci est sortie, je crois que c'est un des best-sellers en France, parce que niveau électrique, elle fait très fort. On parle rarement de prix sur cette chaîne, mais là, on va en parler, puisque à partir de 22 990 €. C'est quand même très intéressant. La première modèle entrée de gamme est à 29 990 et on a le droit à 7 000 € de bonus de l'État pour cette voiture. Là, ça devient quand même vraiment très intéressant. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est la version Luxury, c'est la version la plus équipée. Mais au final, elle est seulement à partir de 35 990 et elle a le droit également aux 7 000 € de bonus. Voilà. Elle existe en 2 batteries, avec une chimie différente. Donc ça, je vous laisse voir pour les passionnés de lithium ou de manganèse, nickel, etc. Tout ça sur le site internet. Et également en 3 finitions. La première batterie est une 51 kWh et la deuxième batterie est une 64. Attention, à partir de cet été, il y aura la version 77 kWh qui va arriver. Donc encore plus grosse capacité. Deuxième chose qui va arriver cette année également, c'est une version sportive avec plus de 400 chevaux. Là, ça devrait être intéressant. Pour le moment, elles sont toutes en propulsion. Les versions qui vont arriver en sportive, qui feront plus de 400 chevaux, ce sera normalement des 2 moteurs avec une 4 roues motrice permanente. Là, ça devient plutôt intéressant. Mais surtout, elle sera, selon ce qu'on m'a dit, en dessous des 45 000 € pour avoir également les 7 000 € de bonus. MG commence à me faire plaisir. J'aime bien les Chinois. À l'époque, c'était anglais. C'était des petites voitures un petit peu sportives, des petits coupés, cabriolets et autres. Maintenant, c'est devenu une voiture totalement différente, mais ils vont également sortir le MG Cabriolet, le Roadster, qui fera les performances, je ne sais pas encore, on n'a pas les chiffres, mais ça fera bien au moins 500-600 chevaux dans un petit Roadster électrique. Les Chinois, là, ils y vont fort quand même. Alors que chez nous, on est encore avec une 208 électrique. Bon, il y a la Mégane, qui aussi est pas mal la concurrente de celle-ci, un petit peu plus chère, mais effectivement, on est sur une autre gamme quand même. Également, au niveau des puissances, donc sur les versions standards, les versions entrée de gamme, celles qu'on trouvera à partir de 22 990 €, on aura donc la petite batterie et une puissance de 170 chevaux. 170 chevaux sur les roues arrière avec 250 Nm de couple. Ensuite, si on passe sur une version confort ou sur une version luxury, c'est les 2 modèles les plus équipés. La version Luxury qui a, elle, toutes les options, sauf cette peinture. Cette peinture est en option à 650 €. La version Confort et Luxury auront donc la batterie 64 kWh et elles auront une puissance de 204 chevaux. Également en propulsion, donc sur les 2 roues arrière. On verra qu'on peut même déconnecter l'ESP pendant cette vidéo, qu'on peut glisser un petit peu. Avantage également, c'est le confort et les agréments de conduite, puisqu'on est sur une voiture typée propulsion. C'est comme ce qu'on retrouvait sur les Mercedes et les BMW. C'est pas pour rien que les voitures de luxe sont encore typées propulsion pour le feeling et le plaisir de conduite. On aura plusieurs modes également lorsqu'on conduit, le mode snow, donc pour la neige, le mode éco, le mode normal et un mode sport. Et ensuite un mode individuel, on pourra personnaliser la réponse de pédale de frein, la direction, la dureté et également la puissance délivrée aux roues arrière. Au niveau de l'autonomie, c'est annoncé jusqu'à 435 km. Alors, on verra pendant cet essai ce qu'on peut réaliser. Je vous fais vraiment un test en mixte pour vous donner des consommations réelles également. Ce que j'aime bien, c'est l'option V2L également. On peut également, avec cette voiture, recharger la voiture et également ensuite la voiture recharger des équipements en extérieur. Ça, c'est assez sympa. Au niveau du volume et des caractéristiques de dimension, 4,29 m pour cette voiture de long, 1,84 m de large sur 1,50 m de haut. Au niveau du poids, 1685 kg, ce qui reste contenu pour une voiture électrique parce que souvent on s'approche des 2 tonnes. Une garde au sol de 15 cm qui va descendre jusqu'à 12 cm lorsqu'il y a du monde à l'intérieur et un rayon de braquage de 10,60 m, ça c'est plutôt pratique et ça on le doit également au fait que le moteur soit à l'arrière et que la batterie soit sous le plancher, ce qui permet aux roues de braquer un petit peu plus que s'il y avait un moteur à cet endroit-là. Comme je vous dis, c'est disponible en 7 couleurs différentes, du bleu, du blanc, du rouge, de l'orange, du gris et du noir. Il va également y avoir des nouveautés.
Pour le moment, on n'a pas le planificateur intégré au GPS. Ça arrive sur les prochains modèles qui seront livrés. On aura également des poignées à l'intérieur. À l'arrière, il n'y a pas de poignée sur ces premières versions. Ça arrive également sur les prochains modèles. On aura également des jantes en 18 pouces, optionnables bientôt. Pour le moment, on s'arrête au 17 pouces. On a soit du 16, soit du 17 pouces. Et également la fonction One Pedal. Pour le moment, on n'a pas le One Pedal. On a une régénération automatique ou sur 3 niveaux. Ensuite, on aura la One Pedal qui ira jusqu'à l'arrêt lorsqu'on relâche la pédale d'accélérateur. Pas besoin de freiner. Mais on a quand même le auto hold. Par contre, il faut freiner les derniers km/h pour s'arrêter avec cette voiture. Je ne sais pas. On n'a pas l'information encore si ce sera une mise à jour over the air ou est-ce qu'il faudra venir chez MG ou est-ce que ce ne sera pas dispo pour les anciens modèles, mais ça arrive bientôt. Et en plus, la version sportive. Et également, petit truc, ce sera l'essuie-glace à l'arrière. Bon, sur l'avant, vous voulez une voiture avec du caractère. Là, je pense qu'il y en a surtout avec cette couleur orange. Alors, je vous avoue que ma couleur préférée, c'est la rouge. Malheureusement, je ne l'ai pas, je l'ai en orange comme ça. En tout cas, c'est bien voyant, on se fait remarquer. Et elle a vraiment un look atypique. Comme c'est un petit peu dynamique quand même, je trouve que c'est va bien. Puis comme vous le savez, si vous regardez la chaîne, moi j'adore quand c'est coloré, donc plus il y a de couleurs, plus ça me va. Un avant, avec ces feux ici, très marqués, on les voit. Ils sont bien travaillés, franchement, des feux full LED, bien sûr. Feux automatiques. On a les clignotants qui sont intégrés un petit peu plus bas, juste ici, avec pas d'entrée d'air sur le côté. Tout comme à l'avant, on peut voir ici que la grille est fermée, mais ça, c'est une grille qui s'ouvrira automatiquement si on a besoin de refroidir les batteries. Le capot. Un petit creux ici, on a un avant assez plongeant également pour avoir un bon côté aérodynamique. Sous le capot, malheureusement, pas de frunk, on retrouvera juste les éléments techniques et le liquide de refroidissement qu'on aura et le lave-glace. Dommage, un petit frunk, ça aurait été vraiment parfait. Le gros logo MG ici, pour nous rappeler la marque, la plaque, juste entre les deux, une caméra, puisqu'on a des caméras 360 degrés, ça c'est un vrai plus également. Plus bas, donc, on a les grilles d'aération et ensuite cette lame vraiment très particulière. Donc on retrouve là, ici, ce sorte de U à cet endroit. On verra à l'arrière également avec des lignes très marquées. Ce que j'aime bien, c'est les petits détails. On intègre du faux carbone ici, c'est du plastique hein, avec une sorte d'imitation fibre de carbone très sympathique. Mais vraiment, il y a du travail qui a été fait sur cette voiture et c'est pareil. Enfin, les feux, je pense pour une voiture à ce prix-là, je trouve que c'est quand même bien travaillé. Parce que bon, quand on voit une Dacia Spring, c'est 23 000 €. Alors que là, on rajoute juste un petit peu et on a ça. Clairement, ouais, ça va faire mal aux Européens. Alors, j'essaye beaucoup de voitures européennes. Moi aussi, je suis français. Et bah, je pense qu'il va falloir se réveiller un moment parce qu'on fait encore des voitures très chères ici. Et quand on voit que ça arrive comme ça, et que les batteries, c'est pas encore ultra développé, mais lorsque les Chinois feront vraiment des voitures électriques à bas coût, ça va faire mal. Hein. Alors, sur le côté, là, moi, je suis un petit peu... qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? Alors, c'est un petit peu un avant de voiture un petit peu sportive sur l'avant. Ensuite, de ce côté-là, on a l'impression d'avoir une sorte un petit peu de mini SUV si on coupe comme ça. Là, sur l'arrière, on a l'impression d'avoir un truc un petit peu break, quelque chose de très affûté. En fait, c'est vraiment un mix d'un petit peu tout. Sur le côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De ce côté-là, la trappe de recharge, on a bien sûr le chargeur domestique, on peut recharger en 220 volts à la maison. Là, ça va prendre un paquet d'heures, hein. On va mettre plus de 30 heures. Ensuite, on a deux types de recharge selon la version. Si vous avez une version standard, on sera en 6 kW. Si vous avez une Comfort ou une Luxury, on sera en 11 kW. Ensuite, au niveau de la recharge rapide, ça dépendra également de la version que vous avez. On pourra aller jusqu'à 135 kW sur les versions Luxury. Et sur les autres versions, ce sera 117. Donc, petite différence. Au niveau du temps de recharge, 35 minutes sur les versions rapides, donc les 135 kW pour la batterie 64 kWh et 40 minutes pour la plus petite batterie. Donc la batterie est un petit peu plus petite, mais comme ça recharge moins vite également, eh bien ça prendra un petit peu plus de temps. Ça, c'est pour un 10 à 80%. Attention, ne vous fiez pas à l'autonomie annoncée au total. Les 450 km, c'est de 100% à 0%. Les 435, pas 450. Donc c'est pour ça qu'il faudra toujours penser à avoir une petite marge de sécurité avec les voitures électriques également. Sur le côté, on peut voir ici
tout en noir, des vitres à l'arrière surteintées, un toit en noir également, ça nous fait une sorte de beau biton. Et pareil, là on voit que cette partie est limite flottante ici, comme c'est bien foncé là, on a cette partie orange qui vient se fondre avec un, vous allez le voir, un spoiler à l'arrière qui est exceptionnel. Poignée type frigo, on a l'entrée qui laisse bien sûr, des rétros en noir qui vont bien faire le contraste avec la voiture, également avec des caméras à l'intérieur, le détecteur d'angle mort. Sur le côté, quelque chose de très simple, juste sur le bas où c'est un petit peu plus travaillé avec des parties plastiques et encore cette fois-ci des imitations un petit peu carbone sur le côté. Au niveau des jantes, on a des jantes en alu avec des enjoliveurs par-dessus. Jantes en 16 pouces sur les premières versions, en 17 pouces aujourd'hui et jusqu'à 18 pouces bientôt sur les futures versions. Ah, ça fait toujours mal aux doigts d'enlever des enjoliveurs. Voilà. Et, bon, je me suis un peu sali les doigts, ça c'est pour vous. Voilà à quoi ressemblent les jantes en alu juste derrière. Et sur l'arrière, on peut le voir, donc ce béquet ici, plus cette partie à plat, c'est très spécial. Alors, 3/4 arrière pour vous montrer un petit peu ce bombage ici des ailes qu'on a. Donc avec cette ligne qui vient se fondre du feu ici à la fenêtre, qui repart comme ça. Et surtout cette partie ici, qui fait vraiment barre. L'impression d'avoir quelque chose quasiment à plat avec des feux vraiment 3D, un bandeau LED qui traverse toute la voiture et surtout des parties également sur le haut en X et avec des petits croisements qui viennent s'illuminer également de nuit. Et puis ça, ce spoiler ici, avec cette partie fondue en deux, ça c'est seulement dispo sur la version Luxury. Sinon sur les autres versions, il sera en une seule partie. Et pareil, on peut voir que c'est noir ici, ça revient se fondre entre le toit ici. Très sympa, il manquerait plus qu'un toit panoramique sur cette voiture pour que ce soit parfait. Sur l'arrière, là, on le voit bien, en fait, cette partie qui ressemble un petit peu à ce qu'il y a sur la lame avant. Donc, hop, ce scindement, plus cette partie ici avec le feu stop intégré, le troisième feu stop, juste ici. Donc, long bandeau lumineux, le MG4 électrique ici, pour nous rappeler ce que c'est, puisque c'est vrai que c'est assez atypique, surtout quand on voit l'arrière, l'avant ou le côté. Les feux avec cette partie en plastique qui recouvre l'intégralité. Et pareil, le logo MG est caché sous cette partie plastique. Et on retrouve une caméra juste ici, une plaque posée dans un endroit qui a vraiment été fait pour, mais pas vraiment très délimité. Tout est peint jusqu'ici. Ensuite, on a une partie plastique avec pareil ici des parties bien travaillées avec des petits guides fluidaires un petit peu laqués, une sorte de petites ailettes. Bon, après, ça n'a pas vraiment d'intérêt aérodynamique ici, c'est vraiment pour le style. Les capteurs pour les radars de parking, ici des réflecteurs et une partie, franchement, avant comme arrière, je la trouve ultra travaillée. Et beaucoup de gens me regardent sur la route, surtout avec cette couleur, ils disent qu'est-ce que c'est, ça a l'air énervé. Et pareil, avant-arrière, on dit que ça pourrait être vraiment puissant. Et je pense que la version électrique a vraiment un intérêt, surtout avec ce design. Au niveau du coffre, hop. Donc on ouvre, on aura un volume de 363 litres. Et lorsqu'on rabat la banquette, on aura un volume de 1200 litres. 350 litres sur la version Luxury ici, donc on perd à peu près 13 litres. On retrouve ici les câbles qui sont fournis dans une petite sacoche MG qui s'accroche. Là, c'est plutôt important ça, plutôt que ça se balade dans le coffre. Des petits rangements sur les côtés. Et en dessous, on a encore le kit anti-crevaison avec un compresseur et le liquide. 350 litres. Voilà, ça représente ça et j'ai quand même mon sac à l'arrière de rando plus les câbles de recharge. Moi, je pourrais rentrer ici à l'intérieur. Bon, effectivement, c'est pas le plus grand volume pour une voiture de cette taille-là. C'est pour ça que le petit frunk aurait été assez agréable, surtout pour mettre les câbles. Bon, allez, je vous montre à l'intérieur. Alors, aux places arrière, qu'est-ce que ça donne? Alors, ce que j'aime bien, c'est déjà, on a une très grande ouverture, la porte s'ouvre. Alors, j'ai pas le degré exact, mais pas très loin des 90 degrés, ce qui permet normalement une bonne accessibilité ici. Et effectivement, je rentre très facilement. Alors, ce dont je me rends compte, c'est que les sièges sont hyper moelleux. Regardez comment je m'enfonce. Je pars de là et ça, c'est agréable. Ils sont plutôt inclinés en arrière. Et il y a l'air d'y avoir un bon maintien latéral. Donc, on a du tissu au centre et ensuite, sur les côtés, un simili-cuir. La portière tout en plastique avec un petit peu de simili-cuir surpiqué. Ensuite, des plastiques durs et un petit peu de laqué sur le côté. Une enceinte sur le bas et un petit rangement. Lorsque je ferme, alors moi je suis bien, ma tête ne touche pas là-haut, je fais 1m80, mes jambes ne touchent pas, pareil, le siège est réglé pour moi à l'avant. J'ai les deux petits rangements ici pour téléphone sur le haut et les poches aumônières ici à l'arrière des sièges. Pareil, tout en simili-cuir sur cette version Luxury.
Au niveau des pieds, le siège est au plus bas pour moi. J'ai de quoi passer la pointe des pieds, il ne faut pas avoir de trop grosses chaussures. On a un plancher quasiment plat, mais quand même avec un tout petit tunnel central qui doit faire 5 cm d'épaisseur. Bon, je suis pas mal. Petite chose à noter, c'est qu'on n'a que 2 appuis-têtes à l'arrière, pas d'appui-tête pour la personne au centre. Ouais, c'est pas mal. Franchement, les sièges ont l'air très confort. La place du milieu, elle remonte un petit peu, je suis plus haut, mais même comme ça, en faisant 1m80, je touche pas là-haut, j'ai juste quelques petits cheveux de la houppette qui viennent toucher. J'ai de la place pour les pieds. Comme les rails sont bien avancés, mon pied ne touche pas, donc je peux le mettre sur le côté ou même au centre, et même en étant au centre, c'est pas mal. Le siège ici, il est assez fin, donc c'est assez étroit, mais il est confortable, donc j'arrive à être bien calé. Et le dossier est pareil, un petit peu bombé. C'est plus une place d'appoint qu'une réelle place, celle-ci. Mais en tout cas, il y a vraiment de l'espace. La troisième ceinture est également ici directement sur la banquette. On peut rabattre les sièges en 2 tiers, 1 tiers et avoir un plancher quasiment plat. Fixation top taser ISOFIX sur les 2 sièges d'extrémité ici. Un petit port USB, un rangement. Bon, c'est assez simple, mais en tout cas, on s'y sent bien. Et pareil, les fenêtres sont plutôt grandes. C'est surteinté, mais je suis pas mal. Bon, je vous présente l'avant. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi directement à l'avant, découvrir à quoi ça ressemble. Donc là, la voiture est démarrée. Normalement, lorsqu'on l'ouvre, on arrive à l'intérieur. Et le fait de s'asseoir, ça met le contact. Et ensuite, le fait d'appuyer sur la pédale de frein, ça démarre réellement la voiture. Tant que la voiture a la porte ouverte, on ne peut pas la démarrer. Sur le côté, cette porte ici, donc des plastiques durs sur quasiment toute la portière, comme à l'arrière. Et ensuite, cette partie en simili-cuir avec des surpiqûres ici, comme on peut le voir. Le réglage des fenêtres, le verrouillage pour les fenêtres arrière, verrouillage de la voiture et l'ouverture ici, rangement, enceinte à cet endroit-là, MG4EV sur les tapis, siège par contre électrique juste ici, avec pareil du simili-cuir et des surpiqûres avec des airbags intégrés au siège. Pas mal de sécurité. Au niveau du pédalier, un gros repose-pied sur la gauche, 2 pédales en plastique assez simple, de quoi ouvrir le capot avant, le réglage des rétroviseurs ici et le réglage en hauteur et en profondeur directement ici sur le volant. Allez, je viens m'installer. Je vais me reculer à fond pour vous donner le meilleur point de vue. Donc mon siège est électrique comme je vous disais. Voici à quoi ressemble le volant. Volant avec un double mets-plat sur le haut et sur le bas. Ensuite, une sorte, on a l'impression que c'est 2 parenthèses avec 2 méplats. Par contre, j'aime bien, ce qui est original, c'est ça. Et avec cette partie ici qui rappelle un petit peu ce qu'il y a entre le spoiler arrière et à l'avant. Donc avec une partie un peu proéminente ici. Le volant MG sur la gauche. Alors ça va être pour le régulateur de vitesse. Lorsque je vais l'activer vers le haut, alors il faut que j'active et que je puisse mettre ma ceinture. Vers le haut, je l'active. Sur la gauche ou sur la droite, je vais régler la distance entre moi et le véhicule qui me précède. Ensuite, je vais activer les aides à conduite grâce au volant ici. J'ai une commande vocale et une touche favori ici. Donc la touche favori, ça va par exemple sur ce réglage me régler le freinage régénératif ici. Donc là, j'ai 3 niveaux. 1, 2, 3 et automatique. Donc on le voit tout en bas ici. Cette caméra n'existera plus, ça c'était des versions de pré-série, c'était une caméra qui vous regardait, savoir si vous endormiez ou pas, mais maintenant donc, il y a des aides dans le volant. Sur la droite, de quoi décrocher au téléphone. Ici, on a 2 boutons, une touche favori encore également pour l'écran de droite. Donc là, par exemple, elle a été réglée pour la touche climatisation. Désactiver le contrôle climatique, ou si je l'active, je vais avoir un raccourci sur la clim parce que la clim est tactile et donc je vais pouvoir régler ma clim directement grâce à ce bouton de joystick ici, donc plus ou moins chaud si j'en ai besoin. Et ensuite, je peux annuler et retourner au menu, hop, et l'éteindre. Ensuite, lorsque je rappuie, là, ça va être juste le volume que je vais avoir ici et changer de média de station à droite ou à gauche et le volume vers le haut ou le bas. Si j'appuie sur la touche au-dessus ici, donc ça va m'activer les contrôles de cet écran. Et là, je vais pouvoir avoir la navigation ici. Donc là, c'est pas lancé. Les réglages, niveau de luminosité, seuil de survitesse, l'entretien, les médias. Donc par exemple, là, j'écoute la radio DAB avec Crooner. La pression des pneus, ça c'est une bonne chose. Et même le voltage de la batterie principale. Donc, enfin, pas la principale, pas celle qui alimente les moteurs, mais de l'habitacle. Et ensuite, les consommations, ici, que vous pouvez voir. Sur cet écran, on peut voir là-haut donc les aides à conduite qui sont activées, l'heure,
là, j'ai allumé les feux, je les ai forcés, le kilomètre-heure. Sur la gauche, les voitures qu'il y aura devant et les aides à conduite. Le pourcentage restant de batterie, 57%, soit 229 km. Il y a le frein de parking, les consommations ici, le niveau de régénération. Power ici, c'est ce que je vais utiliser en pourcentage de la puissance ou que je vais régénérer. Là, je suis en mode éco, j'ai pas la ceinture et je suis en mode parking. Donc voilà pour ces commandes ici et ici. Le volant, je vous l'ai montré. Sur la droite, ce sera les essuie-glaces. Il n'y a pas de mode automatique pour les essuie-glaces. Par contre, les feux, il y a un mode auto. Donc ici, soit je les ai forcés, soit je mets juste les veilleuses, soit le mode auto, soit j'éteins vraiment tout. Moi, je vais laisser en mode auto de cette façon. Clignotant, appel de phare. Voilà. Très simple. Ensuite, on a un écran ici. Donc, écran tactile, on va voir tous les menus. Je vais vous faire une vidéo détaillée. Je sais que sur la chaîne, vous aimez bien ça. Je vais vous faire une vidéo détaillée sur le petit écran et sur cet écran pour vous montrer tous les menus. Comme ça, si ça vous intéresse, vous allez voir cette vidéo parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qu'on peut régler. Donc, voilà, je vous montre les principaux raccourcis. Home, GPS, musique, téléphone et voiture avec tous les réglages. Donc ça, vous aurez une vidéo dédiée sur système multimédia MG4 à retrouver sur la chaîne. On a une touche Home ici pour retourner à l'écran d'accueil, le volume si je souhaite également juste ici, la touche Warning en plein centre, des embuages à l'arrière, des embuages à l'avant et la climatisation. Hop, aérateur bien intégré ici dans cette ligne qui traverse, donc deux au centre, un tout là-bas et un autre de ce côté-là. Donc on peut voir que la ligne traverse, hop, elle rentre un petit peu vers l'écran et elle ressort. Franchement, le design, c'est bien travaillé. Cette partie-là est moussée, on a une sorte de plastique moussé qui ressemble presque à du cuir. Chargeur par induction pour votre téléphone à cet endroit-là. Alors, attention dans les virages, ça tient pas super bien, il peut glisser si vous y allez très fort. Ensuite, ici, on a le sélecteur de vitesse. Donc, comme je vous disais, quand j'appuie sur le frein, ready, ça veut dire que la voiture est prête à rouler. Je tourne vers la droite et ça me met en drive. Je tourne vers la gauche, tout à gauche, ça me met en reculé. Et comme vous pouvez le voir, on a les caméras ici 360 autour de la voiture et à l'arrière avec une sorte de fisheye qui me donne vraiment une vue très panoramique sur l'arrière. Parking, j'ai juste à rappuyer ici et voilà vraiment à quoi ressemble cet endroit. Le frein de stationnement et c'est tout sur cette partie flottante. Donc on peut le voir, elle est vraiment flottante juste ici. Ensuite, plus bas, en dessous, caché derrière, on retrouve une prise allume-cigare, un port USB type A, un port USB type C. Double porte-gobelet. Et la clé de la voiture ressemble à ça. Voilà, avec le MG. Et si vous êtes sage, votre concessionnaire pourra peut-être vous offrir le porte-clés MG. J'espère que vous l'offrez, hein, les concessionnaires, que vous êtes sympa. De ce côté-là, partie où on a du rangement également, où on peut refermer. Donc soit on peut mettre des choses plus grandes, soit on peut refermer. Donc là, moi j'ai mon câble puisque l'Android Auto et l'Apple CarPlay qu'on aura ici fonctionnent seulement avec le câble. Petit filet bien pratique ici par exemple pour mettre son téléphone ou sa carte de recharge. Là j'ai ma carte de recharge MG. De ce côté-là, on a un rangement plutôt profond. Je pense qu'on pourra mettre des petites bouteilles 50 centilitres ici. Et malheureusement, il n'avance pas, il reste fixe, mais moi je le trouve bien placé, en tout cas pour moi, pour mon coude. Pas de problème. Le siège, je vous remontre à quoi il ressemble ici. Les appuis-têtes, plutôt soft. Ça, c'est bien pour tous les jours. Là-haut, on a les éclairages, la touche SOS juste ici. Pour les lunettes, ça c'est le petit truc qui m'a toujours fait kiffer. Les rétros, ici, donc avec le teintage automatique, électrochrome. Par contre, le rétro, moi j'aurais bien aimé peut-être un sans bord pour vraiment amener un petit peu plus de luxe à cette version luxury. Et de ce côté-là, le miroir, alors hop, il n'était pas taché, mais pas de lumière. Les micros sont situés juste ici en plein centre. La boîte à gants, hop, j'appuie ici, boîte à gants assez spacieuse, alors elle est en longueur, pas beaucoup en profondeur, mais bon, il y a de quoi mettre ce dont on a besoin. Je pense qu'une bouteille 1,5 litre passera ici. Bon, voilà à quoi ça ressemble l'intérieur. Maintenant, il ne reste plus qu'à essayer, voir ce que ça donne cette MG4. Allez, c'est parti dans cette MG4 et d'ailleurs je vais pas mettre cet endroit dans Waze, je vais aller jusqu'à Fontainebleau de Paris, Fontainebleau, comme ça on va faire une belle balade, Fontaine, non pas KFC, Fontaine,
Bon, Audi Fontainebleau, ça me paraît bien. Y aller. Comme ça, je vous fais un vrai test, tout type de route, avec de la nationale, de la ville, l'autoroute et autres. Et on a 99% actuellement. J'ai la climatisation d'activer. Si je désactive la climatisation, 431 km d'autonomie. Si j'active la clim, 410. Donc on voit qu'il y a une petite différence. Drive, je me ramasse juste un tout petit peu pour être bien. Et puis c'est parti, je vous mets comme ça pour me voir un petit peu mieux. Et on part dans le silence, on va voir vraiment ce que ça donne. En même temps, on va se faire des petites routes un petit peu sinueuses, un petit peu plus techniques. Puisque cette voiture a un caractère un petit peu sportif. Et ce que j'ai entendu un petit peu partout, c'est que la voiture avait un côté dynamique très agréable. En tout cas, là pour la ville, très sympa. La direction est plutôt légère. Ça part dans le silence. Ce côté électrique, hein, c'est toujours très agréable. Ça roule. C'est très fluide. Alors au niveau de la récupération, j'ai un mode automatique. Sur la mise à jour qui arrivera prochainement sur les futurs modèles, on aura le one pedal qui ira jusqu'à l'arrêt. Là j'ai réglé en mode automatique, ou sinon je peux régler sur 3 positions, ou la 4e qui est le mode auto qui va s'adapter un petit peu avec les voitures de devant grâce aux caméras. Au feu, j'ai le auto hold, donc ça c'est une option bien pratique également pour pouvoir relâcher et se détendre un petit peu lorsqu'on est à l'arrêt. Et ensuite ça repart tout seul. J'ai également le centrage de voie, la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif. Il me reste juste à régler ma vitesse, plus vite ou moins vite avec le petit joystick ici. Donc 50 km/h par exemple pour la ville. Là je ne touche à rien, ni au pied ni au moins. Il y a l'option traffic jam, ça veut dire fonction embouteillage. Ça veut dire que dans les embouteillages, la voiture va conduire toute seule également. Ça c'est un gros plus, et surtout sur des voitures à ce prix là, ça fait plaisir parce que pour beaucoup c'est des options qui coûtent souvent assez cher. J'ai une belle détection des véhicules de devant, franchement c'est très agréable. Allumage automatique des feux également. On peut voir qu'à l'intérieur il n'y a pas d'éclairage particulier. C'est pas mal, hein, ça s'adapte plutôt bien. Alors attention, quand il y a des voitures qui s'insèrent au dernier moment, ça ne détectera pas. Donc toujours garder une certaine vigilance. Par contre, une fois que j'ai appuyé sur le frein, ça se désactive. Il faut appuyer sur le volant pour que ça se réactive. Et là, bien sûr, ça va jusqu'à l'arrêt. Waouh! Et l'arrêt se fait vraiment très souple. Il y a des voitures où c'est beaucoup plus brusque. Et là, vous avez vu, l'arrêt se faisait vraiment très souple. Et elle repart sans que j'y ai touché. Pas mal. En tout cas, cette fonction embouteillage fonctionne bien pour la ville. Allez, je vais repasser moi en conduite. Très agréable. Dans les sièges, je suis bien. Ils sont spacieux pour moi, avec un bon maintien latéral quand même, là, avec ce simili-cuir sur le côté, avec du tissu au centre, ce qui permet d'avoir un bon maintien et une bonne accroche, parce que le cuir ça glisse plus, donc c'est bien d'avoir des sièges en cuir, mais souvent j'aime moins parce que ça glisse beaucoup plus, alors que tissu plus cuir, on sent quand même un petit peu le feeling. Donc là c'est pas du vrai cuir, mais c'est vrai qu'on est pas mal. Donc là j'ai 1h20 avant d'arriver à destination, 77 km. Ça me permettra de vous donner un vrai retour sur les consommations. Et également, on fera le côté un petit peu dynamique sportif. Et ensuite, le retour, j'aurai encore une 50aine de kilomètres. Plus, je vais continuer un petit peu l'utilisation au quotidien. Ouh là là. Au niveau de la pédale de frein, on a un bon ressenti. On sent pas la transition entre l'électrique et les mâchoires. Ça, c'est une bonne chose également. À l'arrêt, là, je suis vraiment dans les bouchons. Il y a du bruit de partout, des camions devant, derrière. L'insonorisation est plutôt correcte. Et si j'ai besoin, ça accélère suffisamment. On a 200 chevaux, mais surtout du couple instantané, 250 Nm en instantané. Ça permet d'avoir des relances quand même vraiment généreuses. On va pas s'emballer parce qu'il y a des radars un petit peu partout dans Paris. Oh, elle est franchement agréable, hein, cette voiture. Au niveau de la dire, ouais, ça répond bien, c'est plutôt vif.
Et la suspension a l'air confortable. On verra ça sur les petites routes dégradées après. Mais pour la ville, là, je comprends pourquoi ça se vend si bien cette auto. Bon, là ça fait 8 km que je roule en ville, moyenne à 15,8 kWh au 100 km, ce qui est plutôt correct. Donc c'était que du 50, de l'arrêt et autres. Là on va passer sur du plus roulant, donc ici ça va passer à 70, donc je remonte mon régulateur, je laisse la voiture rouler toute seule. Là ça va être en montée, donc forcément en montée, hein, c'est comme avec de l'essence, ça consomme plus lorsqu'on est en montée. Allez, je relance ici. On le sait, hein, on n'a jamais de bruit, alors que là, avec une voiture thermique, effectivement, on pousse les rapports. Il faut que ça monte dans les tours parce que c'est une grosse montée celle-ci. Là, j'ai pas de soucis. Ça roule bien. J'entends tous les gens autour de moi qui sont en train de pousser un peu les moteurs. Et moi, clairement, même si j'ai besoin de réaccélérer, c'est instantané. Je peux doubler très facilement dans ces conditions. C'est ça aussi le gros avantage de l'électrique. Par exemple, devant, il y a un gros diesel très polluant. Ah, pas bon, ça fume. Allez, là, je réaccélère. Hop. Par contre, là, je vois qu'il est en train de tuer des ours polaires, lui. Donc à 70, franchement, ça roule nickel. Là, ici, ça passe à 90 et je réaccélère. Je me mets mon 90. Mes aides à la conduite, toujours. Je pense très agréable. J'entends juste lui qui est à fond en train de tuer son vieux moteur diesel. En tout cas, c'est très agréable. Et même à 90, si j'ai besoin de relancer, il y a quand même des relances assez franches. Bon, les aides à la conduite, ça reste quand même un vrai plus. Hein. C'est bien insonorisé au niveau du bruit du vent. J'entends un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Alors après, c'est surtout des gros camions, là, le camion de la Brings. Allez, je vais doubler. Comme on est un petit peu plus vite. Le monsieur en Lexus était énervé. Allez, je me remets là. À 90 km/h en tout cas, c'est plutôt agréable. Avec un beau goudron. On entend un poil ce qui se passe en dehors de la voiture. Quand c'est des gros camions, surtout après les voitures, ça va. Ça reste pas trop mal isolé. On a toutes les ailes à conduire. Alors attention, elle veut faire un petit peu comme les Peugeot. Là, elle a vu qu'il y avait une ligne qui repartait sur la droite, une sortie. Elle a essayé de la prendre. Sinon, une fois qu'elle est dans ces lignes, voilà. On va voir combien de temps elle tient sans que je la tienne. Pour le moment, elle fait tout toute seule. Ah, c'est pas trop intrusif, vous avez vu. Ah, ça y est, tenir le volant. Et donc, c'est pas un capacitif. C'est un où il faut laisser de la force dessus. Donc, il faut laisser un petit peu le poids de sa main. Donc, l'idéal, c'est de le tenir dans un 3/4 ici et laisser le poids de la main faire en sorte que le volant ressente que vous soyez là. Et ensuite, on se laisse rouler. Non, ne prends pas la sortie. Ça, c'est dommage. Peugeot aussi fait énormément ça. Enfin, tout le groupe Stellantis. Il y a des marques qui comprennent que non, il faut rester dans ces lignes tant qu'on ne lui a pas dit de sortir. Mais souvent, elles ont tendance à prendre les sorties. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait pourquoi et qui règle ça, pourquoi vous faites ça? Il vaut mieux rester sur la route tout droit. Alors, là, on est passé sur de l'autoroute. On est à 110 km/h. J'ai réalisé 51 km depuis tout à l'heure avec une moyenne de 16,8 kWh au 100. Quand j'étais en ville, j'étais une moyenne de 15, même sur le périph' et sur la 86. Donc les bouchons, c'est ce que ce genre de voiture adore au final, hein, puisque au final ça freine, ça ralentit. C'est le top, puisque à chaque fois qu'on freine, on récupère de l'énergie. Là je suis sur de l'autoroute, j'ai fait quand même une grosse partie à 110, donc ça roulait entre 90 et 110 parce qu'il y avait un petit peu de bouchon. Là je suis à 110 réellement. Et bien, même à 110, ça reste plutôt bien. À 110 km/h, là c'est un petit peu monté, ça me dit que ça use. Il y a une voiture qui s'est mise devant, mais 110, 15% à régime stabilisé, 15-16% de la puissance. J'ai pas la consommation instantanée, me semble. Alors, si je refais ça, cumule.
j'ai pas le instantané. Alors si on tend très très bien l'oreille, on entend un tout petit sifflement des moteurs électriques dans les petites phases d'accélération, mais c'est tout. Allez, je vais aller me mettre à 130 maintenant. Donc régulateur, hein, bien sûr, que depuis tout à l'heure, je me laisse conduire. Moi, j'adore ces aides à la conduite, surtout moi qui conduis énormément. Je trouve que c'est un vrai plus. Donc 130 km/h. On commence à avoir un petit peu de bruit du vent, mais je trouve pas ça gênant. J'ai peu de bruit de roulement, ça c'est une bonne chose. Après j'ai l'avertisseur d'angle mort dans les rétros. Et à 130, franchement, bah, c'est pas mauvais. Après, souvent, on se met quand même de la musique. La radio et la sono est bonne, sans être très bonne. On a des basses, mais on sent que c'est un petit peu assemblé sur des parties plastiques. Donc il y a une résonance pas folle, mais la qualité est correcte, surtout qu'on a la radio DAB en haute qualité pour les endroits où vous captez. Ou sinon, moi j'ai connecté mon téléphone, je passe avec Apple CarPlay la musique directement en pleine résolution. On se remet à droite. Franchement, c'est pas mal. Allez, j'arrive sur des petites routes de campagne où c'est beaucoup plus dégradé. On va voir ce que ça donne là, même là, les nids de poules. La suspension a l'air de très bien filtrée. Et je roule sur des défauts là. La suspension a l'air de très bien filtrée. C'est franchement confort. On n'a pas de suspension pilotée ou autre hein, sur cette voiture. Mais c'est assez bluffant. Allez, hop, je relance. Donc là sur 67 km, une moyenne à 17,4 kWh au 100. Pas mal. En ayant fait un bout d'autoroute sur la fin. La suspension est franchement confort. Les relances sont très bonnes. La pédale progressive, on sent que ça va bien freiner. La direction est précise. Enfin, elle s'emmène bien l'auto. On sent qu'elle s'appuie un petit peu. Mais waouh! Ah ouais, quand on est un petit peu brusque, la voiture, elle y va franchement. C'est assez bluffant. Ah, je m'attendais pas du tout à ça au niveau comportement dynamique. Parce qu'en fait, elle est vive en étant confort. Ouais, c'est vraiment pas mal. Alors là, je sais qu'il y a une grosse cuvette. On va se la prendre assez rapidement. Ici, normalement, ça tape un peu. Et... Ah, franchement, MG là-dessus, je suis bluffé. Bravo. J'entendais beaucoup de critiques positives sur cette voiture. Bah, je suis vraiment bluffé parce que cette roue, je la connais très bien. Et j'avoue qu'elle a rarement été aussi confortable qu'aujourd'hui. Ah, je suis assez bluffé sur un gros freinage. Donc là, je suis à 90 sur route de campagne. Bah, ça freine bien. Il est en accélération. Ça accélère bien. Et je suis à 100. Alors là, je suis pas en mode sport, je suis en mode normal. Mais je suis assez bluffé. Franchement. Et le confort sur les petites routes de campagne, bah bravo. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Franchement, bonne surprise. Alors, là, on est sur une route où il n'y a absolument personne, dégagé. On va se faire le 0 à 100 habituel. Je vais passer en mode sport, donc on a toujours 3 modes, éco, normal et sport. Et voir si ça pousse un petit peu plus. Allez. On se prend un petit à-coup. On sent que c'est puissant. 250 Nm et plus de 200 chevaux et 100. Ouais, c'est pas mal. Ouais, on peut même passer la direction en fort. Pression exercée sur la pédale de frein également. Récupération d'énergie, on peut avoir l'adaptatif faible, moyen ou fort. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Je comprends pourquoi ça se vend bien, vraiment. Il y a de la puissance, ça relance bien. Elle est plutôt économique en consommation. Elle vaut pas cher. Ouais. Bon, on va voir
voir maintenant sur les petites routes dégradées ce que ça donne. Et surtout les sinueuses. En plus, c'est une propulsion. Bon, on va pas déconnecter l'ESP, mais je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Puis même là, sur un petit Dodan, j'ai passé quelques Dodan avec. Elle est bien confort. Même là, sur tous les défauts, ça me gêne vraiment pas de rouler sur les défauts avec, en fait. Ça, c'est l'avantage d'avoir des jantes assez petites. Parce que de plus en plus de marques font des jantes 18, 19, 20, 21, 22, 23 pouces maintenant avec des pneus tout fins. Et en fait, on perd le confort de l'amorti du pneu. Parce que c'est comme sur un vélo, je pense que vous l'avez tous expérimenté. Un pneu, quand il est un peu dégonflé, bah, ça va amortir un peu. Alors que quand il est tout dur et tout fin, bah, en fait, on ne va pas pouvoir jouer sur cette élasticité. Donc, c'est bien d'avoir des jantes 17 pouces. Allez, le rond-point ici, voir la tenue de route. Ouais, ça tient pas mal. Moi, je suis plutôt bien maintenu ici. On va vite quand même. C'est une propulsion, donc attention, par exemple, quand vous êtes comme ça, de ne pas mettre un gros coup de gaz. Oh, quoique, même si je mets gaz, en fait, le SP est tellement bien calibré qu'elle va juste se mettre à s'ouvrir un petit peu parce qu'on pousse de l'arrière, donc on délaisse l'avant, mais juste en gardant un rythme comme ça, pas de souci. Ouais, c'est assez bluffant. Et même en sortie de virage, là, ouais, peut-être des fois, si on en virage plus accélération, on peut peut-être la mettre en drift. Ah, c'est joueur. Hein. Bon, et si on glisse et qu'on désactive le SP, on a une voiture propulsion et sans ESP. Donc ça veut dire que normalement, ça doit pouvoir glisser. Et donc on peut se faire du drift. Ok, ça devient marrant. C'est même très rigolo. Bon, attention, ne pas déconnecter n'importe quand, n'importe comment. Et surtout, attention à l'électrique, parce qu'en plus, il n'y a pas d'autobloquant. Et si vous accélérez à fond, le compteur va monter énormément. Et en fait, au lieu de drifter en première ou en deuxième, comme on pourrait le faire avec une voiture, en fait, la roue va monter jusqu'à 200 km/h, ou jusqu'à la vitesse maximum de la voiture. Donc, ne pas faire n'importe quoi avec ça. Je vous conseille de laisser le SP connecté, ce sera bien mieux. Je vais d'ailleurs le réactiver. Allez, j'arrive là sur des routes un petit peu sinueuses. On va voir ce que ça donne vraiment en dynamique. Bon, comme je dis, on a un plutôt bon freinage. La direction est précise. Et pourtant, c'est une route qui zigzague et qui sautille pas mal ici. Et ben, moi, je suis vraiment pas du tout malmené. Alors là, pourtant, j'y vais quand même franco. Hein. Le but, c'est pas de le faire en spécial de rallye. Mais je suis vraiment bluffé. Ça tient très bien la route. Ça tient même franchement bien. Après, avec l'électrique, on se rend moins compte de la vitesse, mais là, on roule quand même. Et les accélérations, ouais, bien. Et sur les gros freinages, il y a ce qu'il faut. Ça tient bien en courbe. On sent que c'est une propulsion, donc ça donne un agrément de conduite vraiment plaisant. Le SP est là pour me sauver la vie si j'appuie un petit peu trop, parce que ça pourrait vite glisser et vite partir en drift. Et ben franchement, c'est une très bonne surprise. Allez, j'en arrive à 100 km pile poil depuis le départ. Donc on est parti à 99% de batterie, donc quasiment 100%. Il me reste actuellement 72%. Donc 100 km m'a pris moins de 30%. Ça veut dire qu'on pourrait faire facilement plus de 300 km. Le compteur m'affiche encore 288 km. Donc avec ce que j'ai fait, une conduite un petit peu sportive, des 0 à 100, un petit bout d'autoroute, un mix de ville, 100 km. On va dire que ça prendra en moyenne 30%. Donc dans une utilisation mixte, si on fait que de la ville, c'est là où on arrivera à l'autonomie maximale annoncée, à plus de 400 km en WLTP. Le WLTP, c'est les meilleures conditions, c'est pas de clim, c'est de la route toute plate où ça descend. Je sais pas comment ils font, mais voilà. Là pareil, on arrive encore sur des routes un petit peu sinueuses, ici dans la forêt de Fontainebleau. Cette route est très propre. Franchement, le côté dynamique de cette voiture est top. Là, je me suis mis en mode éco, donc on a une direction un petit peu plus légère. Elle reste quand même assez précise. On garde toujours cette bonne tenue de route. Franchement, plus je la roule, plus je me dis que c'est une voiture vraiment agréable. Et j'arrive
pas vraiment à lui trouver de réels défauts, puisqu'au final elle est équipée du CarPlay, on a les aides à la conduite. Alors peut-être les aides à la conduite des fois, le fait que le volant soit pas capacitif, ça aurait pu être un petit plus, mais bon là on vient chipoter un petit peu. Mais regardez, même les bandes rugueuses, en fait je les passe, même les bandes rugueuses sont confortables, souvent ça tape, c'est gênant, c'est chiant ces bandes rugueuses, et là non, pas du tout. Donc au final, bah là je suis à 100 km, je voulais me faire une centaine de kilomètres, et bah là je me rajoute 60 de plus, parce que bah, j'ai envie de profiter de cette voiture. Bon, arrivé à destination, et 2h29 que je roule, 154 km effectués, 17,3 kWh au 100 km. Il me reste 58% de batterie et 220 km d'autonomie. Donc si on ajoute 154 plus 220, ça fait 374, en gros 375 km en conditions réelles pour aller jusqu'à 0. Attention, on ne va rarement jusqu'à 0. Donc on va dire qu'on peut faire dans des conditions mixtes comme aujourd'hui, il fait 12 degrés actuellement, donc ça s'est réchauffé un petit peu. On va dire, vous pouvez compter un bon 350 km en réel sur des conditions mixtes. On s'approchera des 400 si on fait que de l'urbain, puisque freinage, régénération, etc. Donc plutôt intéressant pour cette voiture, surtout à ce tarif-là. Bon alors, cette MG4, qu'est-ce qu'on en pense? Au niveau du prix, effectivement, hein, c'est quand même très attractif. Que ce soit la version standard ou même cette version luxury, qui au final reste vraiment très intéressante par rapport en fait à l'espace qu'on a, aux capacités de batterie. Au niveau du train roulant, c'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le confort de cette voiture. J'ai bien aimé la tenue de route. Les consommations, comme on a pu le voir, hein, ça reste cohérent. On va dire 350 km en réel pour ne pas arriver à 0% de batterie. On peut faire les 400 km si on fait que de la ville et qu'on va vraiment jusqu'à 0%. Et dans les meilleures conditions, je pense qu'on atteindra les 430 en ville sans chauffage au beau jour. Par exemple, au mois de mai, ça devrait le faire. Franchement, pas grand chose à lui dire, un style quand même assez atypique, ça c'est à vous de savoir si vous aimez ou pas. J'avoue que moi il y a des endroits où j'aime, le côté je suis peut-être un petit peu moins fan, mais l'avant, l'arrière, enfin je trouve ça vraiment différent. Le fait qu'il y ait des couleurs peps, ça c'est une bonne chose. Après je sais qu'en France vous êtes quand même, vous les acheteurs, hein, des gens qui aimaient bien acheter du gris, du noir ou du blanc. C'est dommage. Mettez un petit peu de couleur sur nos routes, surtout que, enfin voilà, on est en train de changer. On était avant des voitures plus traditionnelles, on passe vraiment à électrique ou les voitures qui sont un peu plus fun, un peu plus geek, etc. Donc je trouve qu'amener un petit peu de couleur sur la route, c'est assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans l'optique d'acheter une voiture électrique ou est-ce que vous êtes toujours encore au thermique ou est-ce que vous êtes en phase de transition avec de l'hybride ou même peut-être de l'hybride rechargeable? Mais j'avoue que là, en fait, ça amène à se poser la question parce qu'à ce prix-là, pour du 100% électrique, on a un confort d'utilisation, effectivement, plus contraignant de recharger, mais ça a des avantages également. Le fait que bientôt dans les ZFE on pourra rentrer qu'en voiture électrique, bah, je me dis que c'est peut-être le moment de s'y préparer. Après on a des garanties assez intéressantes chez MG et bah, ça a l'air quand même de plutôt bien marcher. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. S'il y a d'autres voitures que vous voulez que j'essaye sur la chaîne, pareil, dites-le moi. J'essaye de faire mon possible et sur la chaîne on essaye de tout, de la MG comme ça, à la petite Spring, à la McLaren, ou même des vélos, ou même des motos. Le but c'est de tout essayer. Bon. N'hésitez pas à vous abonner, qu'on soit bientôt 100 000. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Eh, je vous ai vu, hein. J'espère que vous n'avez pas oublié le petit pouce bleu.